Salut à tous, on se retrouve pour la 6e vidéo consacrée à Gathering Storm avec le bon accent. Donc, je vais pas refaire le récapitulatif, je vous invite à aller regarder les playlists pour savoir quelle est l'histoire, quel est le contexte dans lequel on va se situer. En tout cas, pour résumer très brièvement, Sainte Célestine a enfin fait son apparition. Elle est là pour sauver les défenseurs de l'humanité, apporter la justice de l'empereur. Elle a réussi quand même, mine de rien, avec sa première incursion, à tuer Urkantos, c'est-à-dire le chef des forces qui étaient sur Cadia, des forces renégates, donc des forces dirigées par Abaddon, avec le prince démon Urkantos, voilà, qui n'a pas fait de vieux os. Et ensuite, eh bien, il y a aussi l'apparition de Phalanx. Phalanx est arrivé, et Phalanx, là aussi, a marqué très fort, parce qu'il a détruit le Wheel of Eternity. Le Wheel of Eternity, c'était une des Blackstone Fortress qui était encore en action, sans doute la dernière. Après, on le saura plus tard dans l'histoire, historiquement, avec Blackstone Fortress, que, eh bien, il y a Perdition, une autre Blackstone Fortress qui est cachée quelque part. Mais voilà, ceci est une autre histoire. En tout cas, là, on revient sur Gathering Storm. Alors, dans cette nouvelle partie, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on se retrouve sur le pont du Vengeful Spirit. Le Vengeful Spirit, c'est tout simplement le vaisseau amiral d'Abaddon, une des plus grandes forces du chaos, un vaisseau colossal, mais devant lui, devant la baie d'observation, eh bien, il y a les décombres du Wheel of Eternity. Et on nous dit, chose assez importante à noter, vous verrez tout à l'heure pourquoi, le Wheel of Eternity a été disloqué et on nous dit qu'il est en plusieurs morceaux, 3 morceaux principaux, et que le plus petit de ces morceaux déjà représente 4 fois la taille du Vengeful Spirit. Donc c'est déjà une indication assez énorme sur la taille, puissance forcément des Blackstone, et aussi sur Phalanx, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez difficile d'avoir des échelles de valeur entre ce que peut représenter Phalanx. À chaque fois c'est quelque chose d'énorme, etc., mais énorme, moi j'aime bien quand il y a des comparaisons de taille, forcément, et là bon, on ne sait pas vraiment beaucoup plus, mais on sait, je pense que c'est comparable entre une Blackstone et Phalanx, et on voit que là le plus petit des 3 morceaux du Wheel of Eternity représente 4 fois le Vengeful Spirit, qui est déjà un des plus colossales vaisseaux qui existent dans la galaxie, en tout cas. Alors Abaddon regarde à travers le verre blindé, il dit simplement sans se retourner à tous ces généraux qui sont juste derrière lui, il dit « Urkantos a échoué ». Alors déjà, première chose, moi je suis pas d'accord. Ah ouais, je suis pas d'accord avec Abaddon, parce que Urkantos n'a pas échoué. La mission d'Urkantos, c'était tout simplement de couper le champ de force. Le champ de force a été coupé. Malheureusement, eh bien c'est plus le Wheel of Eternity qui n'a pas porté le coup de grâce, grâce justement à l'intervention des Space Wolves, vous vous en rappelez, grâce évidemment au coup final du Phalanx. Mais en tout cas, Urkantos, il a quand même fait le travail. Mais bon, voilà, évidemment, pour lui, il a échoué. Chose à noter, c'est que, eh bien, sur le Wheel of Eternity, le commandant du vaisseau, lui, est toujours en vie, et eh bien on nous raconte simplement qu'Abaddon a des plans pour lui, en fait, tout simplement. Il va le récupérer, il va le rapatrier gentiment dans une des cryptes du Vengeful Spirit, et puis il va le laisser mourir, mais dans une centaine, voire 200 ans, aux mains de tortionnaires. Donc il va être torturé pour avoir échoué justement dans sa mission. Alors après, on nous cite tous ces généraux. Alors je vous les cite, on a Zaraphiston, Zactéane, Skyrak et Corda. Tous donc inféodés à différents dieux. Vous savez qu'Abaddon, en fait, lui, eh bien, est le champion des dieux. Donc c'est-à-dire que lui, il n'a pas une allégeance en particulier. On peut pas dire que c'est un champion de Khorne ou de Tzeentch ou de Slaanesh, mais tous en même temps. Par contre, dans ces généraux, eux, ils ont chacun leur affiliation. Il y en a très peu qui n'ont pas justement une affiliation. Donc personne n'ose soutenir le regard d'Abaddon quand il se retourne, parce qu'ils ont peur en fait de prendre la colère d'Abaddon, parce qu'encore une fois, Cadia résiste malgré toutes les tentatives. Encore une fois, Cadia est devant, insoumise, même si elle est dans un très mauvais état, elle est toujours devant lui, et ça doit changer. Donc il y a quand même un de ces généraux qui s'avance, c'est Zactéane qui propose et qui dit « Monseigneur, laissez-moi porter le coup de grâce, je vous assure qu'avec mes forces, nous allons vous rapporter la tête des traîtres », sous-entendu la tête d'Ursakar Creed. Mais Abaddon sort Drachnier. Drachnier, vous savez, c'est son épée démon. Et là, les flammes qui sont autour de la lame commencent à bouger, à se languir du festin d'âme à venir. Et en fait, Abaddon simplement plante son épée dans le pont du Vengeful Spirit et dit simplement
Et d'ailleurs, ça fait juste penser que si il y avait une âme, démon, dans le Vengeful Spirit, vu qu'il a pris une blessure de Draknir. Parce que Draknir, en fait, c'est juste une épée. Moi, ça m'a toujours... truc de fou à chaque fois. Mais c'est Draknir, c'est une arme qui, avec une simple blessure, aspire l'âme. Hein. On sait que Magnus Khalgar, en l'occurrence, s'est fait transpercer le cœur. Alors, est-ce que transpercer le cœur, c'est une blessure ? Ouais, ça c'est peut-être soumis à caution, à débat, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, malgré tout, eh bien, son âme n'a pas été inspirée. Ou alors, certains me diront que Magnus Khalgar n'a pas d'âme. Bon, en tout cas, c'était pour le petit clin d'œil. Et je vous invite à aller regarder cette vidéo qui parle justement de ce sujet-là. Et là, je suis en train de me dire, si, et c'est le cas, le Wheel of Eternity, en fait, est possédé par une âme démoniaque, eh bien... Finalement, en plantant la lame dans le sol, il fait une blessure au Vengeful Spirit et peut-être que l'âme du coup du Vengeful Spirit devrait être aspirée par Draknir. Bon, ok. Ce n'est que du lore. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Simplement, eh bien, Abaddon affirme « J'irai moi-même. Cela doit se terminer maintenant parce que j'en ai marre. » Il y en a marre tout simplement que depuis 10 000 ans, il essaye de conquérir Cadia et depuis 10 000 ans, Cadia s'oppose à sa réussite. Donc, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'y aller lui-même. Et en fait, il y a un de ces généraux qui est adepte de Tzeentch et donc a le pouvoir de lire un petit peu le futur. Et on le voit sourire, simplement. Et donc, il s'appelle Zarafiston. Il sourit et il lui dit « Et autrement, que se passera-t-il » Et Abaddon, bien sûr, le regarde avec un air noir. Et il lui dit « Tout restera poussière. Soit je réussirai, soit je mourrai. Et à ce moment-là, vous vous disputerez pour avoir les rênes de mon empire. » Et ça, c'est un passage qui est assez sympathique parce qu'on voit que, eh bien, au bout d'un moment, malgré cette patience, en fait, on peut se dire que depuis 10 000 ans, c'est incroyable, la patience dont a fait preuve Abaddon. Mais on va le voir aussi dans le chapitre qui est juste après. Abaddon, c'est quelqu'un d'extrêmement patient. On a l'image souvent de lui comme rempli d'une haine et de colère, mais il faut imaginer un peu depuis combien de temps il met en place eh bien, ces différentes croisades noires. C'est la 13e croisade noire, et voilà. Par contre, c'est la 13e, il doit aller au bout, cette fois-ci, Cadia doit tomber ou il doit mourir. Alors pour la suite, on revient bien sûr sur les défenseurs de Cadia. Alors les défenseurs de Cadia, eh bien, ils sont quelque part soulagés parce qu'ils ont réussi à vaincre Urkantos, parce que Phalanx est arrivé, parce que le Wheel of Eternity a été détruit, Ursakar Ekrid est encore là et peut eh bien, continuer à les leader, mais malheureusement, ils savent tous que la mort va venir. Pourquoi? Parce que Abaddon lui-même n'est pas encore arrivé, n'a pas utilisé toute sa force et il y a encore toute la flotte noire qui est en orbite. Alors il y a un jeu en fait un peu de chat et souris, même s'il n'y a pas beaucoup de mouvement, entre justement la flotte noire et le Phalanx. Phalanx a vraiment souffert quand il était au cœur de la flotte ennemie et il a réussi malgré tout à détruire la Wheel of Eternity, mais il a subi quand même énormément de dommages. Et il a réussi malgré tout à se retirer donc sur une orbite un peu équatoriale, protégé un petit peu au-dessus de la base de Karskraf. Malgré tout, eh bien, les généraux du chaos n'osent pas, parce qu'ils ont appris à leurs dépens que même s'il est terriblement blessé, amoindri, Phalanx reste un adversaire redoutable, à tel point que, eh bien, il le laisse manœuvrer et en fait ne décide pas d'attaquer. Alors que d'habitude, justement, même chez les forces du chaos, il y a toujours des chiens un peu impétueux et surtout des commandants de vaisseaux qui vont aller attaquer pour essayer eh bien, de blesser l'ennemi, même s'ils n'ont qu'une chance. Et aussi pour ce plaisir simplement de combattre et de mourir, surtout dans un combat majestueux contre un ennemi de talent tel que Phalanx, un ennemi légendaire. Malgré tout, eh bien là, il y a ce statu quo en orbite et les défenseurs de Cadia eh bien, regardent en orbite, savent qu'ils sont protégés par Phalanx, mais savent aussi que le moment où Abaddon va décider d'attaquer, eh bien, ce sera le chapitre final hein, de la défense de Cadia. Soit vraiment on aura réussi, mais on sent vraiment qu'aucun ne croit vraiment la réussite de cette défense. Hein. Même Ursakar Ekrid, ça fait longtemps en fait qu'il a perdu espoir. Hein. Ça fait déjà plusieurs passages où on sent que, eh bien, malgré les victoires, il sait que ce n'est que temporaire et que de toute façon, il n'y a qu'une solution, c'est de mourir. Malgré tout, eh bien, il saisit les opportunités. Quelles sont ces opportunités? La première opportunité, c'est l'apparition de Sainte Célestine. Sainte Célestine, elle a décidé une chose, c'est d'organiser en fait des grandes funérailles
pour tous les fidèles combattants qui sont tombés au champ d'honneur. Et en fait, ça c'est une très bonne chose pour Creed, et il accède tout de suite à sa demande. Alors tout simplement, ils n'ont pas le temps en fait de faire des sépultures décentes, donc simplement on va organiser des charniers et puis des gros bûchers, mais ça a plusieurs avantages. Donc avantage numéro 1, c'est que eh bien, ça ne va pas permettre aux bénédictions de Nurgle de toucher les fidèles défenseurs de Cadia qui seraient tombés et qui pourraient être justement des vecteurs de la contagion de Nurgle. Donc on va brûler leur corps hein, pour pas que le chaos puisse s'en emparer, première chose. Et deuxième chose, ça permet aussi de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés et peut-être imaginer que nous aussi, en tant que soldats, quand on aura eh bien, accompli notre devoir, eh bien, les survivants, il y aura des survivants et pourront aussi s'occuper de notre corps. Voilà. Mais il y a encore une chose qui est encore beaucoup plus importante pour Creed, et c'est très technique, c'est que les soldats sont occupés. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'armée, très important pour le moral. C'est qu'il sait à quel point l'attente de la bataille à venir peut ronger vraiment les forces, saper le moral de ses troupes. Et il sait que si les soldats se concentrent sur ce que demande Sainte Célestine, eh bien déjà, ça va galvaniser leur foi parce qu'ils auront l'impression de suivre justement les ordres directs de l'empereur. Parce que Sainte Célestine, c'est la main de l'empereur, donc c'est l'incarnation de la volonté de l'empereur. Et aussi, ça les occupe, comme ça, c'est plus facile de s'occuper de l'esprit, de penser moins un peu ce qu'il y a en orbite. Et donc voilà, ça c'est ce qui se passe en fait, en tout cas sur Cadia. Alors, on nous parle que pendant ce temps-là, on nous remet un petit peu en filigrane ce qui se passe. Donc on a les forces de chevaliers encore loyalistes qui continuent à se battre et qui continuent à éradiquer eh bien, toutes les forces qui ont été abandonnées. Parce que les forces de chaos se sont en fuite. Mais bien sûr, elles n'ont pas pu tout être rapatriées en orbite, et eh bien, il y a des bandes comme ça un petit peu éparses qui se cachent, et le rôle des chevaliers, justement, c'est de traquer un petit peu toute cette vermine qui reste encore sur Cadia. Alors un autre élément très révélateur aussi que la bataille n'est pas terminée, c'est la Légion des Damnés. Vous savez, la Légion des Damnés, elle apparaît exclusivement quand on a extrêmement besoin d'elle, et elle n'a pas disparu après la fin de la bataille, elle reste sur les remparts à regarder très loin au sud vers le champ de Pylon. Et c'est un signe très très fort que le pire reste à venir, qu'on n'est pas encore à la fin de cette bataille. Ensuite, je dis que Creed avait plusieurs options avec ce qui s'était passé, et en fait, il pense à Phalanx. Phalanx a été vraiment endommagé, mais a gardé sa capacité à voyager dans le Warp. Et en fait, il se dit que peut-être le moment est venu en fait d'abandonner Cadia. Pourquoi ? Parce que il voit bien que Cadia est réduite en cendres, il n'y a quasiment plus rien à protéger, et il se dit, est-ce que ce n'est pas se sacrifier inutilement que de rester à défendre Cadia? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux utiliser justement Phalanx, utiliser ses capacités et aller défendre la porte cadienne sur d'autres planètes qui sont un petit peu plus loin? Donc on nous cite Agrippina ou Bellis Corona qui sont dans cette ceinture de défense pour protéger toujours l'œil de la terreur. Mais il se dit, bon, est-ce que je suis lâche de faire ça? Il est devant le doute en fait, parce qu'il dit, au fond de lui, j'ai le sentiment qu'il faut rester pour défendre Cadia, mais est-ce que ce n'est pas par pure arrogance? Et est-ce que, en tant que représentant de l'autorité, je ne dois pas, au contraire, sacrifier sur l'autel de l'honneur, bafouer en fait mon honneur, abandonner ma planète, mais au contraire, faire triompher l'humanité et lutter contre Abaddon. Donc il a ces choses qui le taraudent, mais au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, il va y avoir d'autres éléments de réflexion. Et parmi ces éléments de réflexion, il y a quelques forces loyalistes qui viennent en renfort malgré tout. Alors, ce sont toujours des forces très disparates en fait, c'est-à-dire qu'on a souvent eh bien, des survivants d'une zone de guerre, où bien sûr ça ne s'est pas bien passé pour l'Imperium, et ils viennent rejoindre une place forte, à savoir Cadia. Donc ce n'est même pas forcément tout le temps pour venir en aide à Cadia, mais c'est pour se réfugier sur Cadia. Malgré tout, toute aide est bienvenue, et on va avoir eh bien, une force un peu conséquente. On a la 5e compagnie des Crimson Fist, qui sont assez amoindris. Par contre, leurs soutes sont remplies du 14e de Kyndian, donc remplis de tanks Lehman Russ, de forces blindées. Donc ça, c'est une force qui est acceptée, bien sûr, avec un grand soulagement. Mais est-ce que ce sera suffisant ou pas ?
ne pense pas. On voit aussi que certains Space Wolf aussi arrivent, et là il y a un petit passage aussi où justement Creed demande à Orven Heifel, qui est le représentant des Space Wolf, est-ce qu'on peut espérer d'autres renforts de la part des Space Wolf? Et en fait, la seule réponse qu'il a, c'est un regard glacial, qui signifie que, bon, forcément, vous avez lu entre les lignes, ça ne va pas être le cas. Et un des derniers renforts qui est le plus attendu, mais aussi le plus nombreux, ce sont les forces du Mechanicus. Et pas n'importe quelle force du Mechanicus, vous en doutez, si vous avez suivi cette saga jusqu'à maintenant, c'est bien sûr Belisarius Cawl. Voilà, on commence à avoir le triumvirat qui commence à se rassembler. Donc on va avoir Sainte Célestine, on a Belisarius Cawl qui arrive sur Cadia, et après le prochain, on entendra parler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vous avez l'arrivée de Belisarius sur Cadia. Alors, il arrive avec une force spatiale assez conséquente, et ses vaisseaux sont en très bon état parce qu'ils n'ont pas subi de dégâts, qu'il n'y a pas eu de combat spatial. Par contre, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que bien sûr, quand les défenseurs de Cadia voient arriver ces vaisseaux-là, ils se disent formidable, toute une armada du Mechanicus. Le problème, c'est que toutes les forces combattantes à l'intérieur ont été la plupart décimées justement dans la lutte contre les orques. Et en fait, c'est simplement les vaisseaux qui sont intacts, mais à l'intérieur, il reste très peu de Skitarii, très peu de combattants, très peu de forces de sapeurs. Parce qu'en fait, Belisarius arrive avec aussi une révélation. Vous l'avez vu dans la vidéo d'avant. La révélation, c'est le plan d'Abaddon. Et en fait, bien évidemment, dès qu'il arrive, il demande audience avec les dirigeants de Cadia, évidemment Ursaka et Creed, et il leur explique aussi précisément que possible, en étayant le plus possible avec des faits, des preuves, quel est le plan d'Abaddon, quel est l'objectif d'Abaddon, pourquoi est-ce que toutes les croisades noires ont été lancées. Et en fait, c'est affreux parce que pour l'Imperium, les croisades noires ont toujours été des échecs. Abaddon a été toujours retenu il a toujours été défait en fait. Et au final, ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils pensaient être des victoires ne sont en fait que des victoires stratégiques, mais pour Abaddon, pour les forces du chaos, parce que toutes les planètes qui ont été attaquées possédaient des pylônes, et tous ces pylônes ont été détruits. Et c'est bien sûr la stupeur, parce qu'ils se rendent compte que Cadia est peut-être la dernière planète, voire de la galaxie, qui possède encore des pylônes. En fait, ils n'ont pas moyen de le savoir, et toutes les planètes qui étaient recensées comme étant, contenant des pylônes, ont été attaquées par Abaddon, ont été détruites. Il ne reste plus que Cadia. Donc, l'option qui était de partir avec le Phalanx et puis peut-être renforcer Agrippina ou Bellis Corona, pardon, ce n'est plus viable. Ce n'est plus viable, pourquoi? Parce que là, on ne parle plus de défendre simplement l'Imperium, mais on parle de défendre la galaxie, parce que si Abaddon arrive à détruire les derniers pylônes, eh bien, l'œil de la terreur ne sera plus retenu. Là, voilà, ici même, là, il n'y aurait plus rien pour empêcher l'œil de la terreur de s'étendre et de diviser peut-être la galaxie. Hein. C'est pas. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui découvrent vraiment l'histoire de Warhammer 40 000 avec cette série de vidéos. Je vous le souhaite, parce que du coup, c'est encore plus sympa, parce que vous ne connaissez pas la suite. Après, parce que cette série de vidéos, elle est faite pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant les faits qu'on connaît maintenant en 2024. En 2024, quand je fais cette vidéo. Donc voilà, j'espère que parmi vous, il y en a qui sont là, comme ça. Donc, on a d'un côté l'Imperium qui se trouve un petit peu renforcé, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques forces un petit peu plus combattantes, donc on va quand même opposer une résistance. Et de l'autre côté, Abaddon qui se décide à intervenir directement lui-même. Voilà. Dans les choses à noter aussi, c'est qu'on a Sainte Célestine qui a des visions. Depuis quelques temps, elle a pas mal de visions et elle voit en fait que tout est détruit autour d'elle, la galaxie est en flammes, mais il y a un individu familier, on n'en sait pas beaucoup plus, mais qui se dresse entre la destruction de la galaxie et ce destin-là, justement. Donc on ne sait pas qui c'est, on peut imaginer, on peut supputer qui cela peut-il être, mais voilà, en tout cas, avec ce qu'on a comme information là, on n'a aucune information. Alors, un petit passage de lore assez sympathique, c'est justement au sein de la force des Space Wolves. Donc la force des Space Wolves est très amenuie, très diminuée, et il y a en plus d'autres problèmes. En fait, tous les Space Marines
l'ensemble de la Star Test, en fait, s'est rassemblé à l'exception des Space Wolves. Alors, ils sont tous rassemblés sous le commandement d'un Dark Angel, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un leader, c'était le plus haut gradé, sauf les Space Wolves. Et alors, bien sûr, le commandant Dark Angel se dit, et forcément, vu le passif qu'on a entre les Dark Angel et les Space Wolves, c'est sans doute pour ça qu'ils ne veulent pas s'allier. Mais voilà, laissons-les faire à leur guise, parce que bon, de toute façon, les Space Wolves agissent sans doute mieux quand ils sont libres de leur mouvement. Donc tous les Astartes sont rassemblés, sauf les Space Wolves. Et les Space Wolves, eh bien justement, discutent entre eux, et on apprend que ce n'est pas à cause des Dark Angels, en fait, qui ne veulent pas se rallier, mais c'est tout simplement que parmi leurs rangs, eh bien, on entend des cris étouffés, et on sait que certains membres de la Star Test sont enfermés, et on nous dit simplement laissons-les enfermer, nous les libérerons dans un dernier combat. Voilà, on en sait encore pas beaucoup plus, mais si vous connaissez le lore des Space Wolves, vous devez vous douter de ce qui se passe actuellement avec cette force de Space Wolves. Alors, en termes de préparatifs, on va avoir évidemment Belisarius qui se jette sur les pylônes pour essayer d'étudier. Maintenant qu'il a compris que c'était des amplificateurs ou au contraire des désamplificateurs du Warp, eh bien il se dit il faut absolument que je comprenne de quelle façon ils fonctionnent, comment je peux agir dessus pour repousser encore plus les forces du chaos. Donc il va essayer de les étudier. Malheureusement, il a l'habitude, les pylônes sont imperméables à toutes les technologies impériales et il n'a jamais eu d'informations. À chaque fois qu'il envoie des sondes gratter à l'intérieur, elles disparaissent. On ne peut pas découper ce qu'on appelle les noctilites maintenant, donc c'est cette surface des pylônes. Malgré tout, quand il analyse ceux qui sont sur Cadia, il s'aperçoit d'une chose qui est très nette, c'est qu'ils sont dégradés, et ils sont les plus dégradés qu'il a eu l'occasion d'étudier. Et c'est là où il se rend compte que sans doute, eh bien, ce réseau qui est tissé à travers la galaxie de protection avec les différents pylônes sur différentes planètes, qui sont tous en train de maintenir le warp à distance, eh bien, forcément, s'il est constitué de X pylônes, si on divise par 2 et qu'on divise par 2 et qu'on divise par 2, à la fin, tout est concentré sur les derniers pylônes. Et c'est sans doute ce qui se passe sur Cadia, c'est que Cadia doit être l'un des derniers endroits où il y a des pylônes et que toute l'énergie du warp de la galaxie en entier est concentrée sur le champ de pylônes de Cadia. Donc c'est une nouvelle qui est plutôt malvenue parce que on voit qu'ils sont à la limite de leur capacité, même si Belisarius ne comprend pas leur fonctionnement, il se rend compte malgré tout qu'ils sont en train de se désagréger et que sans doute, même si Abaddon n'attaque pas, à un moment donné, ils vont succomber, ils vont aller au-delà de leur tolérance et que voilà, l'impensable va arriver. Et alors qu'il est en train de réfléchir à ça, il sent une présence derrière lui. Donc il se dit « Ok, Marche-Monde, tu aurais pu me prévenir de ta présence, tu aurais pu me expliquer tout ça beaucoup plus tôt, plutôt que de me laisser deviner, de nous faire perdre du temps. » Il se retourne et là, devant lui, ce n'est pas Marche-Monde, mais il a simplement... Eh oui, c'est un Nécron, et ce Nécron, il se désigne comme un voleur. Eh oui, un voleur, donc le voleur, le plus grand voleur de la galaxie, le plus grand gentleman, c'est Trazyn l'infini, qui se trouve devant Belisarius Cawl. Alors évidemment, pour Cawl, c'est un anathème. Pourquoi ? Parce qu'il représente l'utilisation de la force motrice, mais détournée de toute âme. Et en fait, ce qui est assez amusant, il y a un petit passage qui est vraiment bien, c'est que, eh bien, malgré toute la haine qui sort de Belisarius Cawl envers le Nécron, envers les Nécrontyres qui se sont transformés en abominations, en intelligence artificielle, plus ou moins, on peut imaginer les pires choses, eh bien, ça amuse en fait Trazyn, parce que Trazyn observe Belisarius Cawl et se permet de dire, écoute, moi, on m'a obligé, j'étais attaché et je n'ai pas pu lutter, on m'a transformé en machine, alors que toi, au contraire, depuis tant d'années, tu te plais à exciser tout ce qui fait de toi un humain pour devenir une machine. Donc, écoute, garde pour toi tes remarques tout simplement. Malgré tout, il reste en mode passif. Il n'est pas du tout agressif et il se rapproche même de Belisarius Cawl, alors que Belisarius Cawl, lui, automatiquement, eh bien, il est bardé d'armement. C'est une sorte de croiseur ambulant, Belisarius Cawl. Donc, il a son atomiseur, etc., qui commence à passer en mode combat, etc. Mais, étant donné que Trazyn ne dégage absolument aucune sorte de menace, il s'approche pour discuter et dit « Écoute, je suis venu pour t'aider, tout simplement, parce que nous avons un but commun. » Donc, Belisarius s'énerve, il dit « Mais on a
aucune raison de combattre ensemble, qu'est-ce que tu viens faire? Et en fait, tout simplement, Trazyn lui explique, j'ai été là quand les pylônes ont été construits, donc je sais exactement à quoi ils servent et j'ai tout intérêt à ce que les forces du chaos justement n'envahissent pas cette galaxie, parce que cette galaxie nous appartient, nous les Nécrons qui sommes leurs seigneurs attitrés, et je ne veux pas que justement les forces du chaos apparaissent, il faut protéger ce qui a été réalisé par mon peuple, donc je vais t'aider à comprendre les pylônes et à essayer de les protéger du mieux que l'on peut. Donc ces arguments parlent à Belisarius parce qu'il sait que, eh bien déjà, si le Nécron devait attaquer, il l'aurait pris par surprise et que sans doute il y aurait déjà eu combat, et il sait que c'est peut-être la seule aide qu'il va recevoir pour comprendre, et que c'est peut-être le dernier moment aussi où il pourra étudier et comprendre les pylônes, qui sont peut-être les derniers, donc il accepte cette aide de Trazyn l'Infini. Et voilà, et pendant ce temps, dans le vide stellaire de Cadia, eh bien, on voit toute une armada qui commence à se diriger vers le pôle sud de Cadia. Abaddon lance son attaque, Abaddon va attaquer le champ des pylônes. Et voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça vraiment très intéressant, encore une fois, Gathering Storm c'est mon passage préféré de toute l'histoire de Warhammer 40 000, ouais, de tout, c'est vraiment, parce qu'il y a une trame qui est très bien racontée, avec à chaque fois des interactions entre les personnages, cette manipulation qu'il peut y avoir à chaque fois sur certains personnages qui peuvent être emblématiques, je trouve que là les personnages, alors, ils ont un côté humain, en fait, humain par leur faiblesse. Moi, j'avoue que je ne suis pas très attiré quand on nous explique que l'Astartes, ce sont des surhommes qui n'ont aucune faille, en fait. Vous voyez, je trouve que ça manque un petit peu de saveur, en fait. Hein. Si je peux faire un petit parallèle, peut-être un petit peu comme du One Punch Man, mais un One Punch Man où le gars aurait l'air de lutter, mais au final, il gagne tout le temps, et tu te dis, ouais, bon, voilà, il n'y a pas trop d'enjeux, et puis il n'a pas trop de faiblesse. Voilà. Là, on a vraiment ce côté-là, où même Belisarius Cawl, qui est un des humains qui a le plus de connaissances, eh bien, il est mis au doute. Et puis même, il y a un passage dont je ne vous ai pas dit, mais je fais bien, parce que là, je vais vous en reparler. À un moment donné, Trazyn dit « Je crois avoir été là au moment où ma civilisation a construit les pylônes. » Et en fait, il dit « Mais... Tu sais ce que c'est la mémoire, mon cher Belisarius Cawl, tu es sans doute l'humain le mieux placé pour savoir qu'on ne peut pas faire confiance à sa mémoire. » Et oui, parce que Belisarius Cawl, il a ce trait, en fait, qui est qu'il a la plus grande connaissance humaine, sans doute, mais qu'il l'a oublié, et que c'est perdu quelque part en lui, qu'il n'y a pas accès, qu'il s'est déjà fait laver le cerveau plusieurs fois, et je trouve que c'est très fort comme image, parce qu'on a quelqu'un qui pourrait avoir un potentiel, ou qui a un potentiel énorme, mais qui a ses faiblesses, en fait. Et c'est la même chose pour Ursarkar Creed. Creed, qui doute, honnêtement, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que, c'est pour ça même que j'en ai fait le titre d'une des vidéos avant, parce que je n'avais pas de souvenir que Creed avait douté de l'empereur. C'est assez fou, parce qu'on avait vraiment, et moi j'ai eu pendant des années avant que Gathering Storm sorte, j'avais peut-être au moins 12 ans même plus, peut-être 12-15 ans de pratique de 40K, et Creed, c'était l'image du plus résolu, d'un des plus résolus, en tant qu'humain, en tant que simple humain, dans la garde impériale, hein, avant que ça s'appelle l'Astra Militarum, la garde impériale, on avait Ursarkar Creed qui était la figure emblématique, et là, le fait qu'il doute, pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Pareil, Sainte Célestine. Alors, Sainte Célestine, elle a toujours eu cette part un petit peu de faiblesse, mais là, elle est vraiment exacerbée. Phalanx, c'est pareil, c'est le paroxysme. La station, elle est quasiment détruite. Elle reste là, mais elle est détruite. Et en fait, on a tous les personnages qui ne sont pas des héros surpuissants, même les Space Wolves, ils ont aussi leurs petites difficultés. Le Dark Angel, il a aussi ses difficultés, même le Black Templar, il avait aussi ses difficultés et il se remettait en doute. Et en fait, c'est ça qui est très très puissant, je trouve, dans Gathering Storm, c'est que les plus grands héros se remettent en cause et doutent. Et c'est ce qui les rend les choses humaines, et c'est ce qui, pour moi, les rend attachants. C'est pour ça que j'aime vraiment, en fait, toute cette série. Voilà. Donc,
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, tous les jeudis. Vous aurez la vidéo plus tôt si vous me suivez sur Tipeee. Merci à tous ceux qui me suivent sur Tipeee parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire mon travail sur cette chaîne et sur l'autre. Vous savez que j'ai 2 chaînes. Donc pour le lore, vous avez Wargame Lore Iggy TV. Et puis si vous aimez le jeu, le multijeu, vous avez Iggy TV tout court. Voilà. En tout cas, merci vraiment beaucoup à vous qui me soutenez. Et puis si vous êtes intéressé par des achats de figurines, n'oubliez pas de passer par MyHobbyPlace. C'est aussi une façon qui me soutient directement. Donc vous avez une remise de 20% sur tout ce que vous achetez. Donc ça c'est super cool. Et puis vous avez aussi des romans. Si vous aimez le lore, vous avez aussi les romans. Alors c'est pas 20% parce que ce n'est pas légal. Mais en tout cas, vous avez quand même une petite remise. Et puis toujours, il y a une partie en fait de ces achats qui sont redonnés à tous les youtubeurs qui sont partenaires. Donc ça c'est très très bon pour qu'on puisse continuer à vous faire rêver en vidéo, je l'espère. En tout cas, merci à vous. Pensez à liker, vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve pour Gathering Storm très bientôt. Salut à tous.